Dès demain, un couvre-feu à 18h sera instauré sur l'ensemble du territoire français. Objectif, limiter la circulation du virus. Si aucune étude ne montre clairement l'impact du couvre-feu, il semblerait que dans les départements où il a déjà été expérimenté, les chiffres soient plutôt encourageants. Et vous, croyez-vous en l'efficacité du couvre-feu à 18h? Eh bien, vous êtes 93% à dire non. Vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Nous sommes en compagnie du professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous vous attendiez hier soir, c'était pratiquement à la même heure, à cette annonce du couvre-feu sur tout le territoire, y compris les zones, on va dire, peu contaminées, comme la Bretagne, l'ouest de la France? On s'attendait à une mesure de ce genre. C'est pas très surprenant. Surtout lorsque l'on entend les recommandations qui ont été faites par le conseil scientifique, qui a proposé 4 niveaux, 4 scénarios possibles pour faire face à la situation actuelle, qui est une situation de reprise de l'épidémie, avec en plus la présence d'un variant plus britannique, plus contagieux. Eh bien, lorsqu'on considère ces 4 propositions, finalement, le gouvernement a opté pour la plus légère. Donc, c'est déjà un moindre mal, peut-on dire, pour l'ensemble de la population française qui ne voit bien sûr que les inconvénients de ces mesures. Parce que 93% des personnes que vous avez interviewées disent qu'elles sont opposées, mais que proposent-elles ? Ces 93% de Français, que proposent-ils? La situation est quand même extrêmement difficile. Alors, est-ce qu'il fallait homogénéiser cette mesure à l'ensemble des départements français ou la réserver aux départements les plus touchés? Ça se discute. Moi, personnellement, je serais en faveur d'une territorialisation, c'est-à-dire d'une adaptation de ces mesures aux zones les plus touchées actuellement, et en étant rapidement réactif et adaptable. Maintenant, ce n'est pas la décision qui a été prise par le gouvernement, mais je pense que dans ce domaine, on peut faire beaucoup de reproches, mais les décisions sont quand même extrêmement difficiles à prendre. Philippe Bilger. Monsieur le professeur, d'abord, quel bonheur de vous entendre à nouveau. Est-ce qu'un jour, on pourra m'expliquer clairement si, comment dire, il est plus dangereux de demeurer chez soi le plus tôt ou d'être à l'extérieur? J'entends beaucoup de gens dire qu'il est absurde de nous faire rentrer chez nous plus tôt parce que c'est au sein de nos univers intimes et familiaux que le risque est le plus grand. Est-ce que là-dessus, je pourrais avoir vos lumières ? Oui, je ne sais pas si j'ai vraiment des lumières, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a une transmission intradomiciliaire au sein des familles qui est importante, mais il faut bien que l'un des membres de la famille ait été contaminé à l'extérieur pour contaminer ses proches. Donc, c'est dans les occasions où l'on se retrouve, où l'on se regroupe, que se transmet le plus intensément le virus. C'est très très difficile de savoir exactement où et comment, et il y a sûrement une très grande disparité, non seulement d'un pays à l'autre, mais d'une ville à l'autre, ou suivant que l'on est en milieu urbain ou en milieu rural, les conditions épidémiologiques sont très différentes. Ce qui conduit à prendre des mesures qui ne sont pas bien adaptées, qui sont toujours contestables et qui sont globales. Donc plutôt que d'empêcher les gens d'aller à des endroits, de se regrouper à des endroits qui sont des endroits de forte contamination, eh bien on les empêche de sortir. C'est sûrement pas une bonne mesure, mais il est difficile d'en imaginer de plus efficace. Alors cette extension du couvre-feu à 18h plutôt que 20h, bien sûr ça va gêner beaucoup de gens, mais si ça a montré une certaine efficacité, c'est vrai qu'il n'y a pas de base scientifique, mais si ça a montré une certaine efficacité, pourquoi ne pas essayer? Parce que de toute façon, il faut faire quelque chose. Caroline Gribat. Moi, professeur, j'ai une autre question à vous poser qui me vient à l'esprit lorsque je vous entends parler justement de ces 4 possibilités qui avaient été envisagées notamment par le Conseil scientifique. Quelles que soient les mesures qui sont prises, le sont-elles pour endiguer le virus ou pour pallier les carences de la
prise en charge hospitalière des patients les plus atteints par le virus. Parce que ce sont deux perspectives qui sont radicalement différentes. Et j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de préserver, et c'est tout à fait normal, la problématique de l'engorgement des hôpitaux que véritablement d'endiguer la propagation du virus en tant que tel. Oui, je ne sais pas s'il y a un distinguo entre les deux objectifs que vous venez d'évoquer, puisque en endiguant la circulation du virus, bien entendu, on va diminuer le nombre de cas, donc de cas graves, donc d'hospitalisation, donc d'entrée en réanimation. Mais la réciproque n'est pas vraie. C'est tout le problème. Oui, bien sûr. Je ne sais pas. Écoutez, moi, je crois quand même que dans les déclarations qui ont été faites hier, bon, il y a de quoi râler, effectivement, mais il y a quand même deux bonnes choses. Il faut regarder ce qui est bon quand même. La première bonne chose, c'est que pour la première fois, on s'intéresse au contrôle des mouvements aux frontières. Et ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. La deuxième bonne chose, au bout d'un an, il était temps. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, mais mieux vaut tard que jamais, comme vous dites. Et la deuxième bonne chose, c'est qu'on ne ferme pas les écoles. Oui. Voilà. Donc ça, je crois que bon, il faut regarder ce qui est bon. Et puis le reste, maintenant, on a 15 jours, je crois, pour d'essai de ce couvre-feu à 18h. Ça va très rapidement, on va bien voir si ça a une efficacité ou pas. Ce que je crois, c'est que il faut que tout le monde joue le jeu plutôt que de râler. C'est vrai qu'on a tous envie de râler. On a de bonnes raisons pour cela. Mais jouons le jeu, c'est-à-dire n'essayons pas de truander, de passer à côté, etc. Donc, faisons tout ce qu'il faut pour participer à cet effort pour lutter contre la transmission du virus. Et puis, c'est comme ça que ça marchera. C'est vraiment l'engagement individuel qui compte. Si on s'en tient simplement à écouter ce que dit le Premier ministre et puis après on fait ce qu'on veut derrière, pas avoir une grande efficacité. Philippe Deveux. Alors moi j'ai une remarque et une question. La première remarque, c'est le terme couvre-feu me dérange parce que on utilise un terme guerrier pour quelque chose qui est sanitaire. Alors qu'on ait une rigueur militaire pour combattre quelque chose, c'est une chose, mais que pour dire aux gens c'est le couvre-feu, alors qu'on pourrait utiliser d'autres termes, c'est-à-dire des précautions, une sorte, enfin, des termes moins agressifs me sembleraient plus aboutis. Et ma question, elle est, monsieur le professeur, que pensez-vous un peu? Est-ce que le mutant a déjà fait son œuvre sur le territoire ou alors n'a-t-on encore rien vu? Je pense que la situation actuelle en France, qui est, que je disais, inquiétante, puisqu'on est sur un plateau qui est plutôt en phase ascendante, lentement ascendante, n'est pas due aux mutants. Le mutant est là, il est là partout. D'après les dernières données, il serait 2% environ des isolats faits sur le territoire français sont du mutant britannique. Donc il n'est pas dominant. Sans doute le deviendra-t-il si on ne contrôle pas bien l'épidémie, parce qu'il a un avantage par rapport au virus précédent, c'est qu'il se transmet mieux. Mais pour l'instant, il n'est pas responsable. On ne peut pas impliquer à ce mutant la situation actuelle. Ce qui était le cas en Grande-Bretagne, le mutant a été la cause, effectivement, de la situation épidémique gravissime qu'on observe en Grande-Bretagne. Nous, on n'en est pas là, mais effectivement, le fait que le mutant soit présent sur l'ensemble de notre territoire, même en faible quantité, doit être pris en considération, et c'est probablement une des raisons qui fait que le gouvernement a choisi au moins une méthode qui sera ce qu'elle sera, mais enfin une méthode destinée à empêcher sa transmission. On va au 0826 300 300, le standard de Sud Radio, direction Bordeaux. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Alors, est-ce que vous croyez justement à l'efficacité de ce couvre-feu à 18h? Moi, je suis ravi d'avoir entendu le professeur parler. Ça fait du bien. Ça nous fait respirer. Parce que les plateaux télé, il y en a marre. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut avoir des gens qui vous expliquent. Là, j'ai écouté un débat, il y avait un professeur de Cochet, un professeur de notre hôpital. Ils se contredisaient. Tout le monde se contredit. Aujourd'hui, on ne fait plus des explications sanitaires, comme on vient de l'avoir explicitement par votre professeur, mais on fait de la politique. Voilà. De toute façon, il faut faire quelque chose. Alors, le confinement, si on avait confiné, tout le monde aurait monté au scandale parce qu'on allait effectivement fermer les commerces et ça aurait pu être très grave. Seulement, vous avez tout l'Est de la France qui, pendant la période de Noël, souvenez-vous, avait pleuré à genoux devant le gouvernement pour confiner l'Est de la France. Le maire de Nancy, ainsi de suite.
vite. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement, de toute façon, pourra prendre n'importe quelle décision, tout le monde sera mécontent. Le problème, c'est qu'il n'y a que les Français qui sont vraiment dans cet état d'esprit. Les Anglais ont confiné, les Portugais confinent, l'Écosse, l'Irlande, l'Allemagne qui fait la même chose. Et pourtant, c'était soi-disant le modèle à suivre, l'Allemagne par rapport à la France. Aujourd'hui, on doit faire vraiment quelque chose pour arrêter ce virus. Donc 18h, ça, oui, effectivement, les gens à 18h, eh bien, il va falloir qu'ils courent pour rentrer chez eux, mais c'est aussi pour limiter ce qu'a expliqué le professeur. Ça limite l'interaction des gens après 18h. Mais on doit faire quoi? On peut faire quoi? Fallait-il fermer les écoles et retrouver des gamins encore dans les maisons avec une perte de savoir? C'est ça aussi la question. Et pourtant, il y en a qui disent qu'il faut fermer les écoles. Les cantines dans les écoles, tout le monde dit, ça amène le virus parce que c'est comme dans les restaurants, ils sortent leur masque. Oui, mais si on ferme les cantines, ces gamins où ils mangent, dans les familles qui sont en difficulté financière, c'est très compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, on doit tous être solidaires. L'année 2021, c'est la solidarité. Et j'espère que le professeur pourra passer dans tous les médias pour expliquer clairement, voilà, il n'a pas fait de politique. Ça a déjà été fait. Publique. Mais ça a déjà été fait, monsieur. Mais le seul problème, c'est que quand vous avez aujourd'hui... Il est beaucoup venu, heureusement. Eh bien oui, mais heureusement. Mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait malheureusement que de la politique. C'est ça qui est inquiétant. C'est qu'aujourd'hui, au lieu, même s'il y a eu des ratés, on le concède fortement. Il y a eu des ratés sur le démarrage, le vaccin, effectivement, il y a eu un démarrage qui a été très compliqué. Chaotique, on le concède, bien entendu. Mais il faut aujourd'hui être tous solidaires, il faut avoir des débats qui soient clairs. Jean-Marc, on va faire réagir le professeur Yves Buisson. Professeur Buisson, vous avez entendu Jean-Marc de Bordeaux qui a dit des choses très intéressantes. Moi, il y a une chose qu'on me répète beaucoup, il le dit, j'ai regardé une émission de télé, vous avez deux professeurs en médecine, l'un dit le contraire de l'autre. Est-ce que ça pose pas problème pour les béotiens que sont 99,9% de la population qui ne sont ni médecins, ni professeurs en médecine, ni même infirmières ou aides-soignantes? Bien sûr, c'est un problème. C'est-à-dire que lorsqu'on met deux Français face à face et qu'on parle de Covid, on a déjà deux avis différents. Et le fait d'être médecin ne change rien, parce que vous avez des médecins qui sont réanimateurs et qui, eux, ont le regard braqué sur le taux de remplissage de leur lit, et qui, eux, vont dire il faut tout confiner, il faut, peu importe si tout s'arrête en France, mais on ne peut pas tolérer ça. Et puis, vous avez des médecins généralistes, par exemple, qui vont avoir un point de vue totalement différent, parce qu'eux ont dans leur clientèle des commerçants et des instituteurs, etc. Enfin, des gens qui vont se plaindre de la situation. Donc, je crois que chacun voit midi à sa porte un peu, mais il faut essayer si c'est possible, de prendre un peu de hauteur dans ces débats et sortir un peu du politique et essayer d'aller au pragmatique. Enfin bon. Professeur Buisson, une dernière question. Il nous reste 1 minute 30 à peu près. Quand on entendait Vincent Jeanbrun, le maire de l'Haye-les-Roses, il y a quelques minutes, quand on voit à quel point la vaccination, Jean-Marc l'a rappelé, est chaotique, est-ce que c'est pas inquiétant pour la suite de la gestion de la pandémie? Parce que je me dis que pour vacciner 67 millions de Français, on devrait y arriver au rythme où ça va en 2025 ou 2026, si ça continue au rythme où on est. Oui, alors ça, effectivement, c'est inquiétant. Là, par contre, je redeviendrai beaucoup plus critique parce que la politique de vaccination en France, enfin pour la campagne de vaccination nationale, n'a pas été anticipée. On est parti sur une stratégie prudente, consistant, ce qui était un très bon objectif, de vacciner les personnes les plus vulnérables qui résident dans les EHPAD et les unités de soins de longue durée. Mais on n'a pas pensé du tout qu'il fallait aussi commencer une vaccination de masse. Et une vaccination de masse, ça passe par des vaccinodromes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le terme, c'est-à-dire des établissements où on va vacciner plusieurs milliers de personnes par jour. Et cela, il y a eu un retournement progressif de l'attitude du gouvernement qui a pris ses considérations tardivement et qui s'y met. Mais enfin, on a vraiment beaucoup de retard et une très
très très très mauvaise organisation. On a l'impression qu'en France on ne sait pas vacciner, on ne sait pas organiser une campagne de vaccination, alors qu'on a des tas de gens qui connaissent très bien, en particulier les militaires, je peux en parler parce que j'en ai fait partie, et qui maîtrisent parfaitement les campagnes nationales de vaccination de masse. On arrive au bout. Merci beaucoup, professeur Yves Buisson, épidémiologiste et président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine. Verdict sur Twitter. Croyez-vous en l'efficacité du couvre-feu à 18h ? Eh bien, vous êtes 94% à dire non. On se retrouve dans quelques instants pour le clin d'œil des vraies voix.